À Paris, près des Champs-Élysées, Jane a vécu la grande vie avec Mike, son mari, qui était millionnaire. Elle a accepté pour nous de revenir sur les traces de leur vie dorée. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Nous avions cette suite à l'année parce qu'on ne savait jamais avec Mike quand il allait vouloir être à Paris. Je pense que si on peut se le permettre, je ne peux plus du tout maintenant, mais la vie à l'hôtel, c'est formidable. Tout ça, ça me paraissait trop beau et éphémère. J'ai toujours été peu sûre de moi, ça c'est l'enfance, plein de choses. Et donc, c'était difficile à assumer et en même temps formidable. La provinciale qui débarque et qu'on choisit, c'est pour le moins inattendu. Mais évidemment, un triomphe personnel. Mike est décédé en 2002, mais son empreinte est toujours présente dans des endroits parfois insolites, comme ce salon de coiffure. Comment allez-vous? Quel plaisir de vous voir. Oui, très bien. La photo se trouve ici. Ah oui. Voilà. Cette photo a été prise en 1965 à l'occasion de l'inauguration du salon. Ah, c'est intéressant, je ne savais pas que c'était la photo de l'inauguration. Mike Leland était un homme bien marqué par son élégance et par sa courtoisie. Il était très présent au salon. Il a eu souvent l'occasion de passer nous voir. C'était un moment attendu, je pense, par les personnes qui s'occupaient de Madame Leland. Jason, c'est toujours un plaisir, donc à la semaine prochaine. Très bientôt, Madame Leland. Merci de votre visite. Merci. Toujours très mondaine, Jane déjeune aujourd'hui avec ses amis dans un restaurant prisé de la capitale. Quel Voilà plaisir. Jane. Je me rappelle que vous évoquiez souvent vos dîners avec Mike ici. Nous venions souvent le samedi avec Guy Scheller et François Sagan, Oui. qui étaient des gens très, très intéressants, très littéraires. Et quelquefois, Mike disait « Ok, on change de sujet. La littérature française, parlez-moi de Churchill. » Monsieur Werner, le directeur de salle, se souvient bien de l'époque où Jane et son mari fréquentaient assidûment cet établissement. Monsieur Leland avait ses habitudes ici. Sa table, ses amis, ses plats, avec Jane, que nous attendions tous, les belles chambres de Jane, sa belle démarche. Voilà, lorsqu'elle passait avenue Montaigne, et lorsqu'elle ouvrait la porte pour venir ici. Donc un couple mythique, un couple comme on aimerait en avoir plus souvent. Il est très indulgent. Mais j'apprécie, je vous remercie beaucoup. Vous vous rendez compte, vous saviez à la table 20, à l'opposé, Herbert von Karajan, vous saviez à la table ici, Marlène et Dietrich, et vous saviez au milieu de la salle, Mike et Jane Leland. Vraiment. Alors à nous et à Mike. Bonjour à tous. En cette période morose, il est bon de rêver un peu et vous l'aurez compris, nos invités d'aujourd'hui vont nous entraîner dans un univers luxueux, celui dans lequel elles vivent. Jane, grâce à un homme riche qui lui a fait tourner la tête, et Véronica, grâce à son métier de paillette. Jane, bonjour. Bonjour. Nous venons de faire à l'instant un voyage sur les traces de votre passé aux côtés de Mike dans l'une des plus belles rues de la capitale. J'ai reconnu l'avenue Montaigne. Que vous a inspiré ce flashback en images? De la nostalgie? Non, pas la nostalgie. Je n'aime pas la nostalgie parce que ça empêche d'avancer. Non, ce sont des souvenirs merveilleux. Et quand je retourne dans ces endroits, beaucoup moins souvent, je l'admets, j'ai des pans de souvenirs qui me reviennent en tête et c'est très agréable, c'est tout. Pourquoi beaucoup moins souvent? Parce que je n'ai plus du tout d'argent. Enfin, je n'ai plus l'argent que j'avais avec Mike. Ouais. Donc, pour se permettre d'aller dans ces endroits fastueux, il faut de l'argent. Mike avait beaucoup d'argent, il me faisait profiter de son argent. Il est mort. Bon. Vous avez partagé cette vie de princesse avec lui combien d'années? 30 ans. 30 ans et j'étais sa 6e femme. Ah oui. Oui, oui, oui.
Véronica, 30 ans de cette vie-là, de princesse. Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que vous auriez aimé... La vie de Jane? Oui. Pas du tout. Vous fréquentez vous aussi ce genre d'endroit luxueux, comme on a vu dans le reportage, ça vous arrive? Oui, Sophie, tout à fait. Ça Dans fait quelles maintenant circonstances? presque 20 ans Oui. que je fréquente ces lieux, puisque je suis organisatrice d'événements. J'ai organisé des soirées, j'ai organisé dans les plus grands clubs parisiens, des lofts, des beaux appartements. Quel genre de soirée? Des soirées à thème, voilà, des soirées à thème pendant très longtemps. J'ai organisé aussi des soirées dites libertines dans des clubs libertins. Ah oui, Voilà. c'est intéressant. Oui, oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis aujourd'hui, je travaille dans les plus beaux palaces parisiens. Voilà. J'organise des soirées dans des très beaux palaces parisiens. Alors, Frédéric Farigou, notre spécialiste de l'amour, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Frédéric va évidemment réagir à vos différentes histoires. On va revenir sur celle de Jane. Vous voulez bien? Je veux bien, absolument. Alors, dans quel environnement familial avez-vous grandi? Eh bien, je viens de Calais. Mon père était ingénieur chimiste, maman femme au foyer. C'était bien, mais prévisible. Vous étiez quel genre de petite fille? Très calme, très calme. J'observais tout et j'étais pas bien dans ma peau parce que... Vous étiez jolie. Non. Pourquoi? Maman avait dit un jour à mon père que j'étais ingrate. Je m'en suis jamais remise. Je comprends. Je m'en suis jamais remise. Pourquoi elle avait dit ça? Bah parce que je devais l'être. Vous étiez grande? Oui, maigrichonne, plein de boutons, un grand cou, pas de poitrine alors que mes copines en avaient toutes déjà. Personne ne me regardait, aucun petit garçon, aucun jeune homme. Et donc, non, j'étais pas bien dans ma peau. Alors, d'entendre que j'étais ingrate, ça, c'était évidemment le pompon. Alors, Véronica, vous êtes issue de quel milieu social? Un petit milieu bourgeois, en fait. Mon père était concessionnaire de voitures. Je rêvais d'être... de faire une école de stylisme déjà. Oui. Je rêvais de faire les beaux-arts et mes parents n'étaient pas d'accord en tout cas. Oui, c'est moi petite fille. Belle petite fille. Chez la nounou. Pourquoi il rêvait de quoi pour vous, vos parents? Mes parents voulaient que je fasse un métier plus lambda et ils auraient aimé que je sois infirmière. Donc j'ai commencé à faire une école d'infirmière, j'y suis restée 6 mois et je suis partie en fait. Et j'ai décidé de partir dans la capitale, voilà, à 17 ans et demi. Voilà, je voulais faire les beaux-arts et puis je suis arrivée à Paris et je suis rentrée à l'école ESMOD, l'école de stylisme. Et vous, Jane, vous êtes arrivée à quel âge à Paris? Mais j'étais mannequin, donc j'étais très jeune, 18 ans, à peu près 20 ans. Une jeune fille ingrate qui devient mannequin? Comment ça s'est D'un comment coup, vous ça a êtes devenue changé. Mannequin. Ça a changé d'un seul coup. À quel âge? Vers 14-15 ans, j'étais moins tarte. Ah, tu es Et puis- belle là, magnifique. Ah bah oui, vous étiez carrément moins tarte, hein, là. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je ne sais pas, c'est comme ça. Vous savez, quand on est prépubère, on peut avoir les boutons et tout ça. Et puis après, on devient jeune fille. Est-ce que votre mère l'a reconnu au moins, que vous étiez devenue Non, jolie? elle m'a jamais rien dit. D'accord. Elle avait l'air assez contente, mais c'est tout. Et... Pas jalouse quand même. Oh non, non, pas Non. du tout. Mais dans le Nord, on ne s'exprime pas. On ne dit pas l'affection, on ne dit pas... C'est pourquoi quand j'ai rencontré plus tard Mike, qui était un affectueux, mais invraisemblable, ça m'a tellement réchauffée. Alors, racontez-nous justement cette rencontre avec Mike, cette rencontre qui a transformé votre vie en vérité. Oui, et c'était improbable parce que j'avais un fiancé qui était très intéressant mais ennuyeux, mais qui m'avait ouverte au monde de l'art. Et j'allais dans les ventes, les Renoirs, tout ça, il achetait beaucoup ça. Et, Dites, il il avait moyen, beaucoup d'argent. J'ai eu de la déjà. chance, je suis tombée sur 2 hommes très Pour riches. acheter des Renoirs, ça devait aller pour lui. Sans le chercher, mais c'était comme ça. C'était comme ça. Et
Vous aviez quel âge, vous, à ce moment-là? 18 ans. Et donc, il y avait un cocktail à Louvciennes auquel je devais assister, puis j'avais vraiment pas envie parce que lui était ennuyeux et ses amis n'étaient pas très... Il était plus âgé que vous? Oui, beaucoup plus âgé. Mais j'ai dû rechercher le père toujours dans mes fiancés. Oui, parce que votre père n'était pas très... Si, mais il disait pas son affection. Ouais. Donc, j'avais certainement besoin. Et donc, finalement, je vais à Louvciennes. Le cocktail était à Louvciennes, donc. Et en arrivant, je me dis, mon Dieu, c'était une soirée, mais sinistre. Alors, toutes les femmes étaient en jersey jusqu'en bas des pieds. Et moi, j'étais en mini. Donc, tout le monde me regardait, les seins dehors, j'étais plus charnue. Et les gens devaient se dire... bon, elle est peut-être mannequin, mais c'est peut-être une pute. Étant donné que j'étais avec un homme beaucoup plus âgé. Et pourquoi vous étiez habillée comme ça? Vous vouliez... Parce que c'était l'époque. Et j'étais provoquer un petit peu? C'était ma façon de m'habiller, j'ai honte à dire, mais c'était comme ça. Et on annonce l'arrivée de Mikey Land. Et bon, ça ne me disait rien. Sujet britannique, le dernier mari de Martine Carroll. Ah, j'ai dit, il doit être centenaire. Et donc... Parce qu'on on annonçait comme ça l'arrivée des invités, ils étaient... Non, mais ils attendaient. Comme il était toujours en retard, Mike, Ouais. on attendait le retardataire qui, apparemment, était la star de la soirée, Ouais, si d'accord. je peux permettre D'accord. le mot star. Et donc, il arrive. Il n'est pas du tout centenaire. Il est bel homme, non? Il est très bel homme, très bel homme. Et la soirée s'allume. La soirée s'allume. La soirée s'allume parce qu'elle était éteinte complètement, parce que ces gens étaient sûrement intéressants. Ouais, vraiment, il ne faut pas que je sois déplaisante. Mais ce n'était pas amusant. Il arrive, et alors j'étais très décolletée, comme je vous dis, et on était au mois de janvier. Il vient vers moi, il me fait un baise-main, il me dit « Oh, mademoiselle, ça doit être très intéressant de vous rencontrer en juillet si vous vous habillez comme ça en janvier. » Donc ça vous a plu? Oh ben, écoutez, vraiment, ça m'a... Et alors, Ça bon, vous a fait rire? oui, c'était quand même amusant. Alors André, mon fiancé, me surveillait du coin de l'œil. Mais Mike arrive à la fin et me dit « Vous devez être un mannequin ». Je dis « Oui ». Il me dit « Ah, mais demain, je vois un ami très cher qui sera intéressé par votre physique ». Je dis « Ah bon ?» David Bailey, qui était la star des photographes, photographe anglais. « J'aimerais bien avoir votre téléphone ». Il dit, mais c'est pour donner à David Bailey. Bien sûr. Et devinez quoi, je n'ai jamais eu de nouvelles de David Bailey, mais Mike était au téléphone le lendemain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous a proposé le lendemain? Mais le lendemain, je suis retournée à Lille. Et donc, il m'a appelé en disant qu'il allait me rappeler. Et je faisais des photos à Lille à ce moment-là. Et puis, quelques jours plus tard, il me dit, figurez-vous que c'est très, très drôle. Il parlait comme Laurel et Hardy. Il avait un accent absolument insensé. Et je passe à Lille. Bon. Oh, bah tiens. Oui, absolument. Alors, il arrive, et Rolls, En voiture chauffeur, avec un bouquet de fleurs jusqu'au plafond, j'exagère, et avec un bracelet en or qui tenait les tiges. Il était séduisant. Il n'avait pas besoin du tout de ça, mais il avait besoin de donner, d'offrir. Alors, nous allons dîner dans un restaurant, ça se passe merveilleusement. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que quand il m'a ramené chez moi, il m'a laissé devant ma porte. Je me disais, bon, je suis prête, il me plaît. Eh ben non, il est reparti à Paris comme ça. Très un malin. gentleman. Hein. Très rusé, surtout. Oui. Très rusé. Un gentleman rusé, Ah, c'est pour ça absolument. qu'on perd sa Absolument, proie. absolument. C'est-à-dire que vous avez laissé un peu languir. Absolument. Et je me disais, je ne lui ai pas plu, non. Et pourquoi il était milliardaire? Il avait fait fortune lui-même ou il avait hérité de ses parents? C'était un aristocrate avec de l'argent, parce que les aristocrates n'ont pas toujours de l'argent, mais il y avait des rumeurs qui circulaient. Bon, mais je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas. Très bien, on n'en saura pas plus. À propos du train postal,
qu'il était le casse du train postal, mais je pense qu'il n'a jamais Oui, carrément. fait quoi que ce soit. Oui, oui. Oui, mais Bon, enfin, donc cet homme-là était truculent, charmant, drôle, du charisme, irrésistible, quoi, en gros. voilà, on me faisait peur avec des rumeurs comme celle-là. Mais je me disais, bon, allons à l'aventure. On verra bien. Véronica, vous aussi, vous avez fini par rencontrer l'amour à Paris? Oui, exactement. Tout de suite? Ah non, non, pas du tout de suite. Hein. J'ai eu diverses aventures. Bon, il y a eu le père de mes enfants, bien sûr, hein, qui était le grand amour de ma vie. Et après, séparés, vous avez rencontré des hommes riches? Tout à fait. J'ai rencontré des hommes, hein, riches, moins riches, hein, 2, 3 fortunés, effectivement, ouais. Mais je n'étais pas amoureuse. Qu'est-ce que vous recherchiez? J'étais dans l'esprit de la fête, des paillettes, des soirées, etc. J'étais en plein boom de mon job et donc du coup ces hommes-là me rassuraient en fait. Ils me rassuraient, j'étais bien, ils me faisaient des cadeaux, on voyageait. Donc c'était rassurant pour moi. Jane, vous comprenez cette recherche de la sécurité? C'est ce que vous avez trouvé auprès de Mike? Oui, non, j'ai réagi quand Véronica a parlé de la sécurité. C'est évident, c'est pas ce que je recherchais du tout, mais avec un homme riche, important, on se sent en sécurité. Et ça, quand on était une petite fille un peu On se un sent peu frileuse. sécurité, mais Voilà. peut-être aussi en danger, parce qu'en général, ce sont des hommes séduisants. Donc, est-ce qu'on se dit, Il y a les deux. moi, je vais rester? Il y a absolument les deux. Ouais. Non, mais j'étais persuadée que ça ne durerait pas. Voilà. Alors, de Donc, toute c'est pas façon, forcément une sécurité, ça. si, provisoire. Moi, je vis au jour le jour. Vous avez toujours vécu comme ça? Toujours. J'ai un esprit aventureux. J'aime bien. C'est Max Linder qui disait un seul jour doit égaler toute une vie. Et je trouve ça formidable parce que quelquefois on a un jour comme ça, on dit quelle barre vivement demain. Ben, il faut pas. Il faut aller essayer en tout cas. Ben, moi j'ai des jours terribles aussi. Hein. Faut pas exagérer. Mais je voyais le côté de la sécurité et le danger. Oui, mais j'étais préparée. Donc, Frédéric, là-dessus? C'est souvent le cas d'ailleurs quand certaines femmes choisissent, pas forcément consciemment d'ailleurs, mais sont amenées à rencontrer des hommes riches, des hommes de pouvoir. Hein, parce qu'il n'y a pas que l'aspect argent, il y a l'aspect aussi pouvoir, il y a l'aspect charisme. C'est une manière effectivement d'aller chercher à la fois la sécurité, mais d'aller chercher aussi à remplir des manques. C'est-à-dire que vous l'avez expliqué, Jane, d'une manière absolument charmante, je trouve, et très touchante, ce côté de comment un enfant, avec une parole, peut être condamné à avoir une image de soi dégradée, négative. Et très négative, et du coup manquer de confiance en soi. Et tout le temps. Et d'aller chercher chez l'autre une sécurité intérieure qu'on n'a pas forcément. Alors que ce soit en termes de carence affective, de manque affectif ou de reconnaissance, un besoin de sortir d'une vie peut-être, vous l'avez exprimé toutes les deux, hein, un peu fade ou terne, et d'aller chercher chez l'autre quelque chose qui va faire briller notre vie et qui peut être un baume narcissique. C'est-à-dire que si un tel homme me choisit, si un tel homme à qui je reconnais une valeur me choisit, c'est que par ricochet, j'ai de la valeur moi-même. Sûrement, ça rassure. Oui. En fait, bon, moi, quand je parle de cet homme-là avec lequel je suis restée, c'était une sécurité sans être une sécurité. J'étais un petit peu dans un tourbillon, les soirées, la fête, etc. Donc, je n'étais pas forcément prête à rencontrer quelqu'un avec lequel je puisse être, puisque je suis très indépendante. Donc, j'étais très satisfaite d'être avec lui parce que je faisais un peu ce que je voulais. Je voulais pas qu'il soit là, il n'était pas là. Je voulais qu'il soit là, il était là. Voilà, c'était un besoin sans être un besoin, puisque j'étais tout à fait bien sans lui aussi. Hein. Voilà, donc, et puis, je n'avais pas rencontré forcément quelqu'un dont j'étais très, très amoureuse aussi. Et la preuve, je l'ai quitté quand j'ai rencontré l'amour de ma vie, en tout cas, la rencontre. Donc voilà, c'était juste pour mettre un point important. Voilà. Alors, ce Mike. Oui. Moi, je vous envie, hein, ça a dû être quand même super. Donc, dès Elle a le début- raison, elle a raison. Si vous en trouvez un comme ça. Moi, j'en ai jamais prenez. vu un arriver en Rolls comme Ah ça, non, avec un non, bouquet moi et non plus. un bracelet en or autour des... Ah oui, Ah, c'est mais vrai,
je vivais en noir et blanc et puis c'est devenu un film en cinémascope. Bon, et les films s'achèvent. Donc je me disais, forcément, il va... Mais... Alors, racontez-nous, dès le début, il vous a couverte de cadeaux. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il vous a offert? Oui. Non, mais c'était un malade du cadeau, par là exemple. là. Ça doit être pénible à vivre. Hein? Non, mais c'est de la folie. On Alors, entrait qu'est-ce qu'il vous chez Sidonie Larizzi, par exemple. Bon, il voyait une paire d'escarpins. Ils sont bien, oui. 7 autres couleurs, s'il vous plaît, blanc, noir, Je vais adorer. Ah oui. et alors, à la 8e paire, je disais quand même, parce que j'avais toujours un peu honte, je me disais, mais si les gens me voient, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils lui trouvent, pourquoi il... Toujours un peu ça. Et quoi d'autre? Et les quoi? Les bijoux, pas Elisabeth Taylor, mais en dessous, juste en dessous. Non, j'exagère. Là, par exemple, les bagues que vous portez, Oui, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste. Non, mais j'ai... Pourquoi vous sur les autres? Je les ai vendus. Ah, d'accord. Est-ce qu'il arrive un moment où on est blasé par tout ça? Jamais. Est-ce qu'on garde encore du désir? Est-ce qu'il vous est encore arrivé de désirer des choses à force d'avoir tout ce que vous souhaitiez? Ça, c'est vrai ce que vous dites. Évidemment que quand on vous offre votre premier manteau de fourrure, pardon, est-ce que je peux parler de fourrure? Oui. Ben oui, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais bon, je suis désolée. Mais après, c'est vrai que... Mais quand même. C'est-à-dire que ce qui était formidable, c'est que quand Mike m'offrait un cadeau, avant d'ouvrir le paquet, je le regardais. Et il était si content. Il avait les yeux qui brillaient à l'idée que j'allais ouvrir. Et ça, c'est formidable. Ah ben j'imagine. Quel est votre plus beau souvenir avec lui? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, c'est les moments comme ça où il vous faisait des cadeaux, où vous sentiez son plaisir de vous faire plaisir? Ou au contraire, est-ce que c'est des moments où il était touchant dans l'intimité, ou des moments tête-à-tête complètement simples qui n'avaient rien à voir avec ça? C'était surtout ça, oui. C'était surtout ça, parce que c'était un petit garçon. Il était plus âgé que moi, mais... ça ne m'a pas dérangé de ne pas avoir d'enfant parce que c'était mon vilain garçon. Parce qu'il ne se comportait pas bien. On n'a eu que les bons côtés, mais... Pourquoi il ne se comportait pas bien? Vous continuiez à travailler? Parce qu'il mentait beaucoup. Il mentait tout le temps. Vous continuiez à travailler, vous, pendant ce temps? Vous étiez Non, il mannequin? ne voulait pas. Voilà. Pourquoi il ne voulait pas? Parce qu'il voulait que je sois avec lui tout le temps. Il était jaloux? Très. C'est le contraire de... Ah oui, mais quand on aime... Mais c'est qu'après, voilà. Moi, je l'aimais, je l'aurais suivi en enfer. Bon. Ouais. Alors, quoi il mentait? Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il y a 2 anecdotes sur les mensonges. Sa sœur, que j'ai vue après le mariage, m'a dit cette phrase extraordinaire: ses premiers mots furent des mensonges, en parlant de Mike. Et mon fiancé, celui à qui Mike, voilà... André. André, exactement, disait: il ment tellement que le contraire de ce qu'il dit n'est toujours pas la vérité. Mais André, il a essayé de vous protéger contre ce Mike? Il a essayé de vous dissuader d'aller avec lui? Au début, oui, évidemment. Il vous a dit c'est un menteur, oui. il va il a tout essayé. Il a tout essayé. Ouais. Il a dit que Mike avait fait déterrer le cercueil de Martine Carole pour lui reprendre les bijoux parce que ça c'était... On racontait des horreurs sur des lui. Horreurs, bon. Des horreurs. Est-ce qu'il vous a fait souffrir beaucoup? Mike? Oui, beaucoup. Il avait d'autres femmes? Je l'ai su après. Mais enfin, il y avait des comportements... Non, il était très difficile, formidable et difficile parce que insaisissable, complètement insaisissable. Donc, quand il partait, ouais. Je ne savais pas s'il allait revenir. Ouais. J'avais ce sentiment. Alors, jusqu'où vous êtes allé pour lui plaire à cet homme? Je ne sais pas. Prolongez votre question. Non, mais physiquement.
Ah, sexuellement. Ah non, Ah bon, non. pardon. Remarquez, si vous voulez répondre, on vous écoute. Excusez-moi. Ça nous intéresse, alors sexuellement, vous êtes allé très loin. C'était très bien. C'était très bien. Vous oui, n'êtes pas allé dans les clubs de Véronica? Non, pas encore. Pas encore. On vous a entendu, hein? Oui. Elle note, elle est en train de prendre les numéros. Non, ça m'intéresse pas du tout. Non, mais pardon, j'ai mal compris. Non, mais pour le garder, pour le physique. vous souhaitiez lui plaire. Oui, absolument. Non, mais j'avais changé et surtout, je n'étais pas intellectuelle, mais enfin, je m'intéressais beaucoup. Et lui aimait les blondes un peu potiches, on va dire. Ah, voilà. Hein, un peu comme ça. C'est vrai? Mais ça m'est égal parce que... Donc vous êtes devenue blonde potiche? Non, jamais. Moi, j'aime bien conduire du siège arrière. Quoi? Je conduis... Du siège arrière, j'atteins pas les mais ça pédales. fait rien. Discrètement. C'est-à-dire qu'évidemment... C'est une stratégie. Voilà. C'est-à-dire que en fait, vous avez l'air d'obéir, mais vous faites ce que vous voulez par derrière. Absolument. Ça. Enfin, j'ai essayé le plus possible. Oui, j'ai changé mon physique, j'étais moins blonde, j'étais moins si, j'avais tous les bijoux dehors, ce que je déteste. Mais pour lui plaire, je vous dis, je serais allée en enfer. Donc, pour rester à Paris ou à New York, c'était très bien. Frédéric, là-dessus? C'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée de faire tout pour garder un homme et de se transformer physiquement, parce que c'est comme à un moment donné risquer de se perdre en cours de route, parce que je pense que vous lui plaisiez tel que vous étiez aussi et que vous étiez absolument charmante et magnifique. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen, au contraire, de le faire fuir? Oui, et disons que ce n'est aucune garantie et certaines femmes vont très loin. Très loin dans la transformation et même jusqu'à la chirurgie esthétique. Non, ça j'ai... Oui, il voulait que je me fasse refaire le nez. Oui. Et là, j'ai tenu bon. Il est parfait, justement, votre nez. Il est à peu près Je normal. me demandais s'il était refait. Non. Il est très bien ton nez. Il voulait absolument, parce que à cette époque, les nez étaient tout petits en trompette. Alors vous me voyez avec un nez, j'ai des joues assez larges. Donc, j'ai résisté. Vous voyez, je ne suis pas... Mais vous avez bien fait, parce qu'effectivement, c'est la chirurgie, en plus, c'est vraiment modifier son image corporelle et ça peut aller très loin. Choix, bien et sûr. ça peut être dramatique si l'homme vous quitte. Donc, c'est vrai de se dire, je suis allée jusqu'à renier une part de moi-même pour un homme. Oui. Donc ça, c'est vraiment... Non, mais en plus, avec lui, j'ai surpris, avant de l'épouser, et ça, c'était quand même très difficile, c'est pour montrer son aspect noir. Il y avait une de ses précédentes femmes, qui était française, il y avait une Française aussi, qui l'appelait, et il lui a très, très mal parlé. Et à la fin, il dit, regardez-vous, ma chère, dans un miroir. Vous avez l'air d'une ruine. Ça, c'est terrible. Et je me suis dit, Ça fait, on dirait j'ai Aznavour. intérêt à ne pas vieillir trop vite parce que je vais prendre des... Ah oui, ça, ça c'est terrible. Mais bon. Et alors, donc, vous avez souffert... Pourquoi vous avez souffert? Parce que vous avez souffert de ces infidélités, du fait de... Non, parce que je ne savais pas vraiment, mais je le soupçonnais quand même. Ouais. Mais pourquoi vous souffriez? Parce que vous l'attendiez, vous étiez en attente, finalement, vous n'étiez pas rassurée du tout. Non. Non, je n'étais pas rassurée, c'est sûr, c'est sûr. J'étais... Mais c'était un choix aussi. J'avais vécu une vie en noir et blanc, et puis j'étais dans un film, là. Vous êtes restée comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous étiez toujours aussi amoureuse? Ah oui. Malgré ses côtés sombres? Peut-être à cause de ses côtés grâce. sombres. Quelle était votre vie? Vous avez fait des rencontres incroyables? Qui avez-vous oui, j'ai rencontré plein de gens. Mère Teresa, évidemment, est la personne qui m'a le plus impressionnée. Andy Warhol, Anthony Quinn, Gene Hackman, François Sagan. Bon, et alors nous avons rencontré l'un de vos amis. Il a très bien connu votre mari, Mike. Il s'agit de l'animateur Jean-Pierre Foucault. Bonjour, salut Robin. Alors, quand et comment avez-vous rencontré Mike et Jane? il y a quelques années, dans un endroit magique à l'île Maurice, nous étions en vacances et je ne sais pas pourquoi nous avons sympathisé. Rien n'était fait pour qu'on puisse se rencontrer un jour, mais on a été attirés, ma femme et moi, par cette femme grande, mince, belle, ancien mannequin,
une consommation de rouge à lèvres un peu au-dessus de la moyenne nationale ou même internationale. Et puis cet homme très mystérieux, Mike, mystérieux, drôle, très drôle, cultivé, très cultivé. Et nous avons passé des vacances magnifiques et petit à petit, nous nous sommes fréquentés et rencontrés plusieurs fois, une fois de retour en France. Voilà comment j'ai rencontré Mike et Jane. Comment décririez-vous leur couple? C'est un couple pour le moins surprenant. C'est un homme qui avait l'apparence de quelqu'un qui parlait peu. C'est une femme qui reconnaissait, baby, avoir la chance de ne manquer de rien. Je peux le dire puisqu'elle le dit. Elle avait de l'argent régulièrement. Jusqu'au départ de Mike, elle n'avait, je pense, jamais fait un chèque de sa vie. Donc elle vivait dans une insouciance, mais au sens noble du terme, totale. Hein, car lui était là, elle était protégée d'une façon magique par ce bouclier qui était son mari. Et là, c'est vraiment surprenant. Et quant à lui, un homme mystérieux qui aimait, oui ou non, mais qui aimait bien quand même qu'on se pose des questions sur lui. Parce que la légende, mais d'où est-elle partie cette légende, voulait qu'on dise que Mike Helland était l'un des protagonistes du train Glasgow-Londres, c'est-à-dire le hold-up du siècle. Hein. Était-ce vrai? Était-ce faux? Est-ce que cette légende lui rendait service ou lui faisait plaisir? Ou est-ce qu'elle l'énervait? Je ne sais pas. Quel message voudriez-vous faire passer à Jane aujourd'hui? Lui dire que je pense souvent à elle, lui dire que je regrette qu'on la voit moins, lui dire que je regrette les moments magiques que nous passions ensemble. Il était tellement drôle. Je me souviens d'un jour dans un restaurant, nous dînions ensemble, et à un moment, il a appelé la serveuse, fait « Mademoiselle, s'il vous plaît. »« Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes en bon terme avec le sommelier ?» Alors la fille dit « Oui. » « Allez vite lui dire qu'il y a un quart d'heure que nous n'avons rien bu. » Donc voilà, c'était Mike, c'était... on imagine mal l'un sans l'autre. J'aime bien Mike, j'aime bien Jane. Vous ne le voyez plus, Jean-Pierre? Pas dernièrement, mais simplement parce que la vie est comme ça. Mais je vais l'appeler, je vais sûrement le revoir ainsi qu'Evelyne. Ouais. Parce que c'est tellement adorable. Vous le connaissez, vous aussi, Véronica? Et non, j'ai pas la chance de connaître Jean-Pierre. Il paraît que c'est un homme charmant, adorable. Ben, j'aimerais le rencontrer. Hein. J'espère qu'un jour, j'aurai cette chance. Alors, contrairement à Jane, pour vous, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Enfin, on a vu aussi que dans celle de Jane, il y avait eu des moments quand même certainement difficiles. Vous avez traversé des épreuves? Oui, notamment une épreuve importante de ma vie. J'en parle dans mon livre d'ailleurs, puisque j'ai écrit un livre qui est sorti il y a un an, qui s'appelle Les couleurs de la nuit. On sent la professionnelle de l'événementiel. Édité par Fortuna, oui, voilà. Voilà, donc Les couleurs de la nuit, où je me raconte, hein, c'est une partie de ma vie dans laquelle je me raconte, une autobiographie. D'ailleurs, je rends hommage au père de mes enfants, qui était un artiste qui a disparu aujourd'hui, le père de mes jumeaux. Et oui, alors donc, si j'ai écrit ce livre, c'est une espèce de thérapie, parce que j'ai commis de l'escroquerie, des grosses escroqueries qui m'ont amené à passer 4 mois derrière les barreaux. J'imagine que c'est quelque chose qui marque une vie. Oui, ça m'a marqué beaucoup, d'autant plus que j'avais mes enfants. Donc, vous avez quel âge à ce moment-là? C'était compliqué. Mes enfants avaient 12 ans. Comment vous êtes passée de la prison aux soirées mondaines? Écoutez, quand je suis sortie de Versailles, j'ai voulu mordre la vie à pleines dents, parce que ça a été une épreuve terrible pour moi, même si c'est 4 mois. 4 mois, c'est long quand même, surtout avec des enfants. On ne sait jamais si on va sortir de prison. On a l'impression qu'on va y rester toute sa vie, en fait. Et je culpabilisais beaucoup par rapport à mes enfants aussi, hein, les avoir laissés. Je me disais, c'est de ma faute, et c'est sûr. Hein. Et donc, quand je suis sortie, j'avais une bande d'amis qui m'étaient restés fidèles, en fait, et que j'ai retrouvés, que j'ai revus, et qui m'ont dit, on va s'occuper de toi, on va sortir, etc. Et donc, j'ai commencé à sortir, et je suis allée voir un ami qui organisait des soirées au bain-douche. Et de là, il m'a demandé de travailler avec lui. Et de fil en aiguille, j'ai organisé mes propres soirées, en fait. Il y a 18 ans bientôt. Voilà.
C'est un beau parcours. Et vous vous êtes éclatée en faisant ce travail-là? Je me suis éclatée, je m'éclate toujours et j'espère faire ce travail encore pendant de nombreuses années parce que j'adore ce que je fais. J'aime les gens, j'aime... Qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers? Alors là, c'était... Alors là, c'est le lancement de mon... Non, c'est mon anniversaire. Dans un hôtel, un grand hôtel parisien, 5 étoiles, un palace. Omar Sharif. Voilà, Omar Sharif, mon ami, qui était venu me voir. Voilà. Là, c'est le lancement de mon livre, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers? Ce qui me plaît dans cet univers, c'est la rencontre avec les autres, les gens. J'aime les gens, j'aime faire en sorte que les gens se rencontrent. D'ailleurs, beaucoup de gens se sont rencontrés, ils sont en couple maintenant. Depuis qu'ils sont venus me voir à mes soirées, mes apéros. J'aime les paillettes, j'aime j'aime la fête, j'aime la musique, j'aime les jolies femmes en tout cas, j'aime les belles personnes. Voilà, j'aime. C'est pas superficiel? Je crois pas que ce soit superficiel. La superficialité, elle existe partout. Elle existe même dans les bureaux, dans les autres professions. La superficialité, elle est si vous l'êtes vous. Et à partir du moment où vous avez une profondeur d'esprit et que vous voyez la vie différemment, la vie peut être profonde, même dans la fête. Et c'est dans l'une de ces soirées que vous avez rencontré l'homme de votre vie. Oui, exactement, Sophie. Voilà, j'ai rencontré l'homme de ma vie que j'ai croisé pendant des années lors de soirées parisiennes. Voilà, et il y a un an, j'ai fait cette rencontre. C'est ma rencontre en tout cas, parce que après avoir rencontré plein d'hommes, comme je le disais tout à l'heure, qui n'étaient pas forcément des hommes avec lesquels j'étais bien. Hein. Moi, je ne peux pas renier mes aventures amoureuses. Mais en tout cas, voilà. Le seul homme qui m'avait marqué et dont j'avais été très amoureuse, c'était le père de mes enfants. Oui. Voilà, que j'ai beaucoup Alors, aidé. qu'est-ce qu'il avait celui-là? Comment s'appelle-t-il déjà? L'homme avec lequel je suis aujourd'hui? Oui. Eric. Eric. Comment vous l'avez rencontré, Eric? Il est derrière, il a tout ce que je regarde. Oui. Hein, c'est lui. Il a tout ce que j'aime chez un homme, en fait. C'est-à-dire? Il est généreux, il est adorable, il aime mes enfants, il me comprend. Ça a été un coup de foudre? Oui. Ouais. Premier regard? Un coup de cœur pour tous les deux, en tout cas. Il est riche? Temps, quasiment. Non, il n'est pas forcément riche. Bon, je vais lui demander de venir parce que je suppose que c'est vous, Eric. Bonjour. Juste avant. Eric, comment avez-vous été amené à fréquenter les soirées de Véronica? Alors, c'était un pur hasard. Véronica, on s'était croisés il y a quelques années. On s'est croisés plusieurs fois dans Paris. Et le hasard a voulu qu'il y a à peu près un an, un de mes très bons amis m'a invité à dîner. Il me dit, j'ai une soirée qui est organisée dans un nouveau palace qui vient d'ouvrir. Ouais. Et c'est organisé par une amie d'une amie. Vous voyez, on allait quand même assez loin. Et on s'est croisés avec Véronica quelques minutes après être arrivé. Depuis, on ne s'est pas quitté depuis bientôt un an. Voilà. Ah oui, vous diriez quoi, vous, un coup de foudre? Oui, c'est un coup de foudre, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de la personnalité de Véronica et de ce milieu qu'elle fréquente au quotidien? Ça ne vous pose pas un problème à vous? Vous n'êtes pas jaloux? Non, pas du tout. Non. Bon, il faut des fois un petit peu mettre des barrières parce qu'on a parfois elle peut avoir des fois quelques personnes qui peuvent tourner autour, mais on sait aussi faire la part des choses. Ça veut dire que vous êtes là tous les soirs pour faire barrière? Oui, tout à fait. Ah oui, donc vous êtes un super fêtard aussi, un sacré fêtard. Oui. Il vient à mes soirées alors que j'ai jamais accepté qu'un homme vienne à mes soirées. Pourquoi? Un homme avec lequel j'étais. Parce que je voulais être à mes soirées, c'était mon univers à moi, et je voulais pas que mon homme soit là pour me suivre, me surveiller, me ci, me ça. Alors que je sais qu'Eric, mais ça me dérange pas. Quand même, hein. Faut pas non plus. Non, mais ça me dérange. Vous n'allez pas du tout pour les surveiller? Non. Pas du tout. Au contraire, je suis. Non, je suis super contente qu'il soit là. Et puis les années passent. Moi, je suis bien avec lui. Puis j'ai envie d'autre chose. Avant, c'était la fête. Et aujourd'hui, non. On fait la fête à mes apéros. Mais on aime bien se retrouver tous les deux, faire des choses tous les deux. Les enfants. Il a un fils, moi j'ai 2 enfants. Voilà, faire des choses avec nos enfants. Les copains, les copines, des dîners, Je suis mis à la cuisine, vous voyez, enfin, c'est des détails comme ça. Il fait des petits plats. Pas auparavant. C'est bien. De là envisager d'arrêter peut-être la fête? Non, j'arrêterai pas la fête ni mes soirées. Parce que de toute façon, même Eric, il me le dirait, continue. Même si c'est pour le fun et pour le plaisir. Parce que je fais pas ça tous les jours. Je tiens pas à un club en permanence. C'est vraiment de temps en temps. Et puis ça me fait plaisir, j'ai besoin de ça en fait. Et les soirées libertines?
C'est fini, ça, il y a longtemps. Ça a été- c'est fini. Ah non, il y a longtemps. C'est Il y dommage. a très longtemps. On peut pas y aller. C'était un passage de ma vie, mais bon, voilà. On s'est jamais rencontrés dans ce cadre-là, en plus. même pas. C'est Non, intéressant parce que je suis l'opposé. Je suis pas du tout une nocturne, pas une noctambule. C'est bien. Bah, c'est-à-dire que Jane, moi, je l'ai été, mais je le suis beaucoup moins. J'ai envie d'autre chose. Enfin, tout en restant organisatrice de soirée, parce que ça fait partie de moi. Je ne pourrais pas ne plus organiser des fêtes. Oui. Alors, Jane, on va parler de ce parcours auprès de Mike, où vous êtes quand même allée un petit peu de surprise en surprise. Oui. Vous avez fait la connaissance de sa sœur, Oui. par exemple, et racontez-nous ce que vous avez découvert. Ah les oui, deux. c'était assez surprenant parce que 6 mois après le mariage, il me parle de sa sœur. Sa sœur n'était pas venue au mariage. Je pensais qu'il était presque une créature. C'était un grand mariage que... Pas du tout. Ah non, un petit mariage intime. Oui, oui, on a fait ça à Londres, à Caxton Hall. Et bon, je ne savais pas qu'il avait une famille. Et même quand il m'avait demandé... Personne de sa famille n'était présent au Non, mariage. non, non, absolument pas. Cela dit, comme il s'était marié 6 fois, il devait être un peu blasé, non? Voilà, je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. En tout cas, il me dit un jour, je vais te faire rencontrer ma sœur. Ah bon, tu as une sœur? Oui, oui, oui. Bon, c'est tout, pas plus. Et nous allons donc dans la maison de sa sœur pour passer Noël. Et je me disais, ah, ça va être un Noël bien anglais avec les carols et puis les gens du voisinage qui vont venir. Et puis ça se passe pas mal. On sait ce que sont les carols. Je sais pas ce que c'est, moi. Ce sont les chants, les carols, ce sont les chants de Noël. Pardon, excusez-moi. Et je me tourne vers un couple pour parler et j'entends la sœur de Mike qui dit ah ben oui, il avait 70 ans, père. Et je me distrais un petit peu pour écouter. Il me dit ah bon, il avait 70 ans quand il est allé vivre avec Howard. Alors là, je me tourne complètement. Je dis pardon. Et là, la sœur est très agacée que je me mêle à leur conversation intime. Elle lui dit, oui, il est parti chez Howard. Et là, je regarde Margaret et je lui dis, il était homosexuel alors? Et Mike dit, pas du tout. Et sa sœur dit, absolument. Et Mike dit, depuis quand? Et sa sœur, depuis toujours. Donc c'était absolument, il s'en fichait, mais il ne savait rien. L'année suivante... Donc il était parti rejoindre Howard, lequel? Pas Hughes? Non, le père. Hein, oui, le oui, père avait quitté pour un jeune homme. Fin de l'histoire. Bon. L'année suivante, il y a un autre Noël et nous repartons chez la sœur. Je dis, ça va pas être aussi drôle que l'année dernière. Il me dit, tais-toi. Et nous sommes là, avec des gens. Et puis, l'ombre du père n'avait pas quitté la maison, apparemment, puisque j'entends Margaret, il dit, ah ben oui, en latin, il lisait la messe en latin. Alors, je quitte le couple pour me tourner. Je dis, ah bon, c'est normal de parler latin dans une église anglicane? Et Margaret dit, ah ben, il n'était pas anglican. J'ai dit, il était quoi alors? Et Margaret dit, il était juif. Et Mike dit, pardon? Et depuis quand? Margaret, depuis toujours. Ça alors. Mais quoi, il ne le savait vraiment pas? Du tout. Hein? Ah bon. Du tout. Quand on est rentré, je dis, bah écoute, t'aurais dû me dire ça avant le mariage pour plaisanter le père homosexuel. Bon. Ça vous aurait refroidi? Oh, ben pas du tout. Non. Mais bien sûr que non. Non, mais c'était pour le titiller. Parce qu'il n'en revenait pas. Mais c'est pour vous dire que non seulement les Anglais sont excentriques, mais ne disent rien. Même à son frère. C'est quand même invraisemblable. Malheureusement, la 3e année, quand on y est allé, il n'y avait plus de nouvelles aussi sensationnelles. Mince, vous êtes ennuyé alors? Oui. Oui, enfin, c'était des choses comme ça. J'ai vécu dans ce monde très, très particulier, parce que il faut aussi dire que les Anglais sont très particuliers. J'ai vécu en Angleterre pas mal. Moi, j'ai pas d'expérience, Ah je non? peux pas vous dire, non. C'est pas mal quand même, mais c'est très... Qu'est-ce qu'ils ont de particulier?
l'humour. Ah, déjà. bah ça, c'est formidable, non? Ça, c'est formidable. Mais alors, si vous êtes l'étrangère, vous n'êtes pas admise vraiment. Il faut le dire. Ce sont des insulaires, ils sont très anglais. Ben, vous le voyez chaque fois qu'il y a quelque chose en politique, de Margaret Thatcher à Cameron, c'est jamais avec les autres. Alors, si vous n'êtes pas exactement... Et Mike m'a fait ce cadeau prodigieux, je suis devenue anglaise. Ah. J'ai juré à la reine que j'allais être un sujet britannique tout à fait décent, espérons-le. Et ça, il ne l'avait pas fait pour ses 5 autres femmes. Il vous a beaucoup aimé? Sûrement, oui. Oui, oui. Bah, il vous oui, le oui. disait. Il me le disait tout le temps. Mais on a toujours du mal à croire les gens qui vous disent qu'ils vous aiment ou que vous êtes belle. C'est toujours plus difficile. Bah, ça dépend pour qui. C'est ça, vous aviez du mal à le croire. Parce que vous manquiez de confiance en vous, donc vous êtes toujours resté dans cette insécurité. Mais en même C'est une temps, nature inquiète. il a cultivé aussi beaucoup le mystère, cet homme. Ça faisait partie. Vous avez vu, Jean-Pierre Foucault l'a dit. Oui. Oui, c'est vrai. C'était une énigme. Oui. Je pense que la moitié de son cerveau se méfiait de l'autre moitié. Il était toujours... Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez vraiment eu peur qu'il ne vous quitte? Tout le temps. Non, mais au point d'être vraiment angoissée, inquiète pour votre avenir? Est-ce que, par exemple, il lui est arrivé de vous quitter et puis de revenir, mais que ça dure quand même? Ah oui, oui, on a eu une petite rupture. On a eu une rupture parce que, bon, il partait à Londres, généralement c'était 48 heures, et puis après ça fait 5 jours, une semaine, j'ai dit quand même. Sans vous donner de nouvelles? Si, mais pas le baby, je t'aime, pas les choses comme ça, très... Je me disais, il y a quelque chose. Et puis un jour, je le lui dis quand il revient, il me dit, écoute, il faut que je te dise, cette Maureen, elle a besoin de moi, tu comprends? Il faut que je m'occupe d'elle. Je te jure que si elle n'avait pas besoin de moi, je serais avec toi. Tu me connais, baby. C'était qui, Maureen? C'était une ancienne épouse? Non, non, une nouvelle. Ah, Enfin, pas une nouvelle épouse, mais il me dit, baby, je te promets, je m'occupe de Maureen, je la remets sur les rails et je ne te quitte plus jamais. Tu connais ton daddy, tu sais l'amour que j'ai pour toi. Enfin, bref. Daddy, et donc, vous l'appeliez? Oui, il m'appelait baby. Ouais, donc c'était vraiment... Et cette pauvre malheureuse, ça ne s'arrange pas pour elle, elle meurt. Dans un accident de voiture. Ça s'arrange pas, alors. Et Mike m'apprend ça au téléphone, il dit, baby, tu dois venir en Angleterre, les obsèques ont lieu tel jour. Non. J'ai dit, tu plaisantes. Il vous oblige à venir à ses obsèques? Ah, je ne suis pas allée. Ah ouais. Non, mais attendez. Mais il dit, mais ça ferait plaisir, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Je dis, il n'en est même pas question. Non, mais vous racontez ça en riant aujourd'hui, mais est-ce qu'à l'époque, ça vous faisait rire aussi? Vous aviez du mal à garder votre sérieux? Vous aviez non, bien sûr que non, mais ça me contrariait beaucoup. Vous lui faisiez des scènes? L'histoire de l'enterrement, évidemment, je me suis dit, le type est fou quand même. Hein, ça, c'est pour avoir un toupet de... Mais il vous faisait rire quand même, avant tout? À tout le temps. Quelle chance! Tout le temps. Juste une chose, par exemple. Un jour, j'étais avec lui et puis il dit à quelqu'un, tu sais que William est mort. Et l'autre dit, je dis William, hein? Et l'autre dit, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Et Mike répond, ben, si c'est pas vrai, c'est extrêmement déplaisant, parce qu'ils l'ont enterré la semaine dernière. C'est vraiment de l'humour british. C'est totalement anglais. Typiquement british. Donc ça vous faisait rire? Oh, bah écoutez, c'est l'inattendu. Vous comprenez, vous êtes là comme ça, vous prenez un air un peu compassé parce qu'il annonce à quelqu'un le décès, et puis l'autre qui le prend très, très, très tragiquement. Et Mike, mais avec sérieux, c'est très grave alors, c'est très grave. Ils l'ont enterré la semaine dernière. Mais il y a des moments où vous vous êtes vraiment fâché contre lui, parce qu'on a du mal à sentir votre colère quand même. On a l'impression que toujours il arrivait à vous retourner comme une crêpe. Non, c'est pas... C'est pas tout à fait vrai, mais il est mort. Alors vous imaginez bien que les souvenirs
que je garde, que j'essaie, voilà, ce sont les bons. Les autres, j'essaie de les balayer un peu. Mais il y en a eu beaucoup. 30 ans, vous Mais il y a imaginez. eu des moments où vous étiez très en colère contre lui? Oh, mais terriblement. Non, non. Et alors, vous aviez des amis auprès de qui vous vous confiez? Parce que je suis sûre qu'il était suffisamment malin pour vous avoir isolé. Ben, totalement. Et puis, mes copines, je les agaçais un peu, forcément. Ouais. Parce que... Le train de vie et tout ça. Voilà. Ouais. Voilà, j'essayais, mais bon, hein, ça énerve toujours un peu. Donc, et puis... Vous ne vous êtes pas senti seule au milieu de tous vos bijoux, de tous vos manteaux de fourrure, de tous vos cadeaux? Je ne les regardais pas toute la journée. Et non, 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 pas du tout. Mais vous êtes très drôle, vous aussi. Il a dû s'amuser avec vous. Oui, on s'est beaucoup amusé. Ouais. Quand j'étais petite et ingrate, donc, je me rattrapais en faisant rire mes copines. Ouais, ouais. Donc il s'amusait avec vous. Ah oui, oui, on avait des échanges, oui, oui, très... Alors, on va parler d'un sujet moins drôle, de son départ. De quoi est-il Rupture d'anévrisme. Ça s'est passé comment, où? Vous étiez avec lui? Non, mais c'était normal. Il buvait beaucoup, il mangeait énormément. Il avait combien d'années de plus que vous? 30 ans. Ah oui, tout de même. Oui, quand même. Ah oui, tout de même. Eh bien oui, tout de même. Oui, mais quand je l'ai rencontré, il avait 50 ans. Il était beau comme un palmier. Ah, bon, après, il a... Après... Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Beau comme un palmier, je connais des arbres plus majestueux. Ah, et le palmier royal. Oui, c'est vrai. Donc, il avait quel âge quand il a eu cet accident? 80. Vous étiez avec lui? Non. Non, non. Il est allé à Londres et il m'a dit « À demain, baby ». Comme d'habitude, quoi. Sans toi, je suis perdue. Puis le voilà parti. Et puis il n'est pas revenu. Il n'est jamais revenu. Ouais. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce que quand il y a des maladies, c'est terrible, mais on est un peu préparé. Là, c'était brutal, mais il est parti comme ça. Mais vous deviez quand même vous préparer à cette idée, vu la différence d'âge. Non, non, pas du tout. Je croyais qu'il était immortel à peu près. Oui, il n'avait jamais un rhume, il n'avait jamais... Et donc, je n'ai pas fait attention du tout, justement, pour l'argent. Il me disait toujours, « Baby, on s'assoit, et ton daddy, je parlais de lui comme de long à la troisième personne de temps en temps, ton daddy va t'expliquer où sont ses fortunes. Ses fortunes. » Alors, il y en avait partout dans les paradis fiscaux. Et moi, par superstition et par bêtise, je disais, on a le temps, on a le temps. Et du coup, paf, il part, il ne revient pas. Et les fondés de pouvoir se sont servis. J'ai jamais eu un sou, j'ai pas touché à l'argent du tout. J'ai essayé, j'ai fait des recherches quand même. Et voilà. Bon, mais oui, mais c'est une vie comme ça, c'est normal. Mais quand même, vous avez mis à l'abri avec un appartement? Si, j'ai un joli appartement, petit mais joli, à l'Étoile. C'est la seule chose dont vous avez hérité? Ah oui, oui. Et plus les diamants, les bijoux que j'ai vendus. Ouais, non, mais peu importe. Ça, c'est pas très grave parce que quand on épouse un aventurier, mais il faut être prête quand même. Il faut avoir le souffle. C'est très touchante parce qu'on voit bien à quel point ce qui vous plaisait chez lui, c'était justement son humour, son côté aventurier. Et même si vous avez profité de cet argent, on voit bien que ce n'était pas votre intérêt. Non, non, ça n'a jamais été. Mais là, je m'ennuie comme un rat mort, forcément. Parce qu'il était tellement plein de vie, tellement gai, tellement inattendu tout le temps que... avec le recul, vous diriez quoi de votre vie? Parce que quand on vous écoute, je sais pas, moi je suis complètement... moi j'aurais adoré vivre tout ça. Ah oui, non, mais tout le monde, sauf Véronica. Oui, non, mais à la limite, tout en faisant mes soirées, oui, j'aurais aimé. Ouais. Ah non, mais en plus, il y a argent et argent, parce qu'il n'était pas là en train de... Non, il était comme ça. Alors les cadeaux, on ne va pas dire que c'est franchement désagréable. Non. Bon. Donc, c'est pas du tout l'homme riche que j'aimais. C'était mon daddy, c'était Mike. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre, hein. Le voici, le voilà. D'accord. Voilà. T'es beau, hein?
Un physique Il était très d'acteur séduisant. hollywoodien. Mais là, il était à côté de Martine Carole au Festival de Cannes, Festival de Cannes, je crois. Et pourquoi vous n'avez pas pris une photo où il était à côté de vous? Hein? Pourquoi vous n'avez pas choisi une photo? Si, tout à l'heure, on l'a vu passer, mais c'est le choix de l'éditeur. Ah bon, c'est pas vous qui avez choisi? Non. Frédéric? J'adore le titre. Un regard sur ce parcours? Est-ce que c'était un inconnu? Je pense qu'elle était... Jane était consciente de l'homme avec lequel elle était et en fait, vous l'expliquez, son mystère, son opacité quelque part, parce qu'on ne sait pas vraiment d'où venait tout cet argent, etc. Mais voilà, vous avez été embarqué dans ce rêve. Pardon, je vous rends la parole tout de suite. J'ai toujours eu peur de m'ennuyer. Oui. Et alors aujourd'hui, depuis, tous les hommes doivent vous paraître fades? Rien. Rien du tout? Rien du tout? Je les trouve tous radins, évidemment, parce que... Et il est parti il y a combien de temps, votre daddy? 13 ans. 13 ans. Non, et mais... depuis rien? Ah si, bon, mais rien d'intéressant, c'est ça que je veux dire. Mais forcément. Vous voulez passer une annonce? Cherche homme Recherchons généreux. Mikey Land, où est-il? Renvoyez-le nous. D'ailleurs, je termine le livre. Quelqu'un dit que je finirai clocharde. C'est toujours sympathique. Et je dis... Aïe, aïe, aïe. Et si c'était vrai? Allez, Mike, reviens. Voilà, je termine le livre comme ça. Non, mais l'argent, c'est pas ça. Bon, peut-être qu'un jour, vous me verrez dehors avec la CB, je suis pas sûre. Mais c'était un homme fascinant. Je comprends. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'était un vrai plaisir. Merci. Merci à Frédéric. N'oubliez pas la rubrique Une histoire dans version féminin ce week-end. Et restez bien avec nous pour l'histoire continue. Nous vous donnerons des nouvelles de Johan et Sabrina que nous vous avions présenté le 31 août dernier. À l'époque, ils se battaient contre le système judiciaire pour prouver qu'ils étaient de bons parents. Et vous allez voir que leur combat a porté ses fruits. A tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super. Merci, merci, merci beaucoup. En août dernier, Johan et Sabrina nous avaient raconté une histoire émouvante. Ça fait 3 ans et demi qu'on nous a retiré notre enfant. On a toujours clamé notre innocence. Nous avons décidé de récupérer notre fille et de se mettre hors la loi. Depuis l'émission, le couple a vécu d'autres moments difficiles. Je me sentais très fatigué psychologiquement. Je me suis injecté de la morphine. On pense plus à rien. On pense surtout à se soulager soi-même. Mais Johan et Sabrina ont récemment reçu une bonne nouvelle. C'était très touchant et c'était un moment où on a versé beaucoup de larmes et des bonnes larmes cette fois-ci. Et c'est en famille que nous les retrouverons dans quelques minutes dans l'histoire continue. Tout est commencé par ici en fait. Quand je suis arrivé, j'étais rien. Maintenant, je suis bien. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Vous n'aviez que 5 ans lorsque votre famille a dû fuir votre pays à cause de la guerre. Comment vous êtes-vous organisé pour pouvoir rejoindre l'Europe? C'est grâce à un passeur, c'est mon père qui gérait tout ça. Je suis arrivé à Gare de Tours après prendre l'avion, le train. J'avais pas de papier. Vous vous êtes retrouvé à 14 ans tout seul? Tout seul, ouais. Après des années de galère, sans connaître un mot de français, Samy le réfugié est devenu Samy, le petit prodige de la mode. J'étais dans un foyer, je restais 1 mois. Je pleurais tout le temps, je mangeais pas, je sortais pas dans ma chambre pendant 1 mois. Présentez-nous juste le couple qui est à vos côtés. C'est mon parrain et ma marraine de cœur. Quand ils m'ont dit que tu vas à l'école, j'étais super content, c'était mon rêve d'aller à l'école. Je voyais à la télé qu'en Europe, les élèves, les petits, ils vont en costume à l'école et tout. Les élèves, ils me prenaient pour un prof. Samy est arrivé dans une maison sans qu'il le sache où il y avait un énorme chien et des chats. Le chien, il était juste énorme. Là-bas, c'est des animaux sauvages. Genre, les chats, ils sont dans la rue, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'ai jamais vu que quelqu'un ait un chien chez lui. Cette émission, nous allons la lui consacrer. Vous êtes aujourd'hui en apprentissage chez l'un des plus grands couturiers français. De qui s'agit-il? Jean-Paul Gaultier.
Il est extrêmement tenace. Dans toutes ses difficultés, en fait, il a toujours voulu aller de l'avant, voulu réussir. Samy, je voulais te dire que je suis contente pour toi et heureuse de ton succès. J'espère que tu vas réussir à aller encore plus loin. Vous êtes resté longtemps sans nouvelles de vos parents, 1 an et demi. Je suis très fière de lui. J'espère qu'il va loin. Je suis très contente. J'ai eu un passé très difficile, j'ai pas beaucoup rire, maintenant j'ai envie de rire.